certains responsables décrivent une issue négative, c'est-à-dire la défaite ukrainienne, comme une hypothèse plausible. En juin 2023, l'Ukraine lance une vaste contre-offensive face à l'armée russe. L'un des objectifs, c'est de rejoindre la mer d'Azov pour couper en deux l'armée de Moscou et l'empêcher d'utiliser ce passage pour se ravitailler. Sauf que 5 mois plus tard, rien de tout cela n'est arrivé. Les Ukrainiens n'ont que très peu avancé. C'est ce que déplore l'un des chefs de l'armée ukrainienne dans une interview au magazine The Economist. Une interview qui a fait beaucoup de bruit car c'est la première fois qu'un général ukrainien exprime autant de doutes. Alors, comment expliquer ces difficultés ? Que ce soit sur le terrain militaire, économique, diplomatique, partout où on regarde, en fait, ça se passe pas très bien. La première raison, c'est que sur le terrain, les Russes sont mieux organisés qu'au début de la guerre. Les Russes ont eu le temps de fortifier leurs lignes de défense, de les miner, ce qui fait que lorsque les forces ukrainiennes arrivent, elles doivent d'abord déminer le terrain ou alors subir des pertes humaines considérables. Les hommes de Poutine, eux, subissent des pertes considérables, mais cela n'a pas de conséquences majeures. C'est là encore un des constats du général Valéry Zaloujny. C'était mon erreur. La Russie a perdu 150 000 hommes. Dans n'importe quel autre pays, ce niveau de perte aurait mis un terme à la guerre. Et depuis le 10 octobre, les Ukrainiens doivent faire face à une contre-attaque surprise de la Russie autour de la ville d'Avdiivka. On a l'impression qu'autour de cette petite ville se déroule un combat du type de Bakhmout l'année dernière. Les Russes tentent d'encercler la ville et les combats sont violents. Selon un communiqué du ministère de la Défense britannique, il s'agirait de l'opération offensive la plus importante entreprise par la Russie depuis au moins janvier. Deuxième raison, le manque de munitions côté ukrainien. Les stocks ont été épuisés et il faut les réapprovisionner, mais ça bloque. Kiev est dépendant de l'aide des Occidentaux qui ont du mal à fournir autant que nécessaire. Les Russes, eux, se sont mis en mode économie de guerre. Leur industrie de défense tourne à plein régime. Les Occidentaux ne se sont pas mis en mode d'économie de guerre. Parce que les industries de défense occidentales sont en grande partie des industries privées, qu'on ne peut pas les réquisitionner de la même manière que les Russes réquisitionnent leurs entreprises. Au début de l'année, l'Union européenne s'est engagée à produire 1 million de munitions d'ici mars 2024. En novembre 2023, seulement 300 000 ont été produites, soit même pas le tiers. Je crois qu'il y a aussi un problème politique qui est qu'on n'a pas encore pris la mesure de l'enjeu, de ce que ça pourrait représenter de perdre cette guerre. La troisième raison, c'est qu'en dehors du champ de bataille, là aussi, la Russie résiste mieux qu'espéré. Les nombreuses sanctions économiques imposées par les Occidentaux n'ont pas les effets escomptés, notamment grâce au contournement de certaines d'entre elles. L'Occident a fixé un plafonnement des prix du pétrole dont on pensait que ça allait faire baisser les prix du pétrole de manière considérable et donc réduire les revenus pour le budget russe. En réalité, comme les sanctions sont contournées, la Russie continue à fournir son pétrole à la Chine, à l'Inde. Donc, en réalité, les revenus des hydrocarbures continuent à alimenter le budget russe. Mais si la Russie résiste aussi bien, c'est aussi car elle empêche toute contestation de sa propre population sur cette guerre. Dans l'ensemble, la société russe tient, sachant que les gens qui n'étaient pas d'accord sont partis, et ceux qui sont restés, soit sont d'accord, soit ne sont pas d'accord mais ne peuvent pas le dire, soit vivent avec. Depuis le 7 octobre, les Ukrainiens doivent également faire face à une nouvelle actualité mondiale, la guerre entre Israël et le Hamas. Sur le front diplomatique, l'irruption de cette guerre a accaparé l'attention et détourné l'opinion publique des Occidentaux, ce qui peut avoir des conséquences militaires. Le soutien de l'opinion publique européenne est très important pour que les gouvernements puissent continuer à voter de l'aide financière, de l'aide militaire, etc. Aux États-Unis, la crainte est est-ce qu'ils peuvent faire face à 2
conflit, de guerre chaude. On voit déjà que sur le plan des munitions, par exemple, les deux conflits sont en concurrence pour l'approvisionnement américain. Et puis, le soutien inébranlable de plusieurs pays occidentaux à Israël ouvre une polémique dont Poutine tire avantage. Ça réintroduit la polémique sur le deux poids et deux mesures de l'Occident. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut justifier de demander le soutien du monde entier pour la Russie qui fait des victimes civiles en Ukraine, alors que l'Occident est en train de soutenir Israël qui fait des victimes civiles à Gaza. Pour Poutine, c'est le triomphe de ce double jeu de l'Occident qu'on nous reproche depuis longtemps, mais qui a fait la preuve dans les faits. 5 mois après le début de la contre-offensive, l'Ukraine est donc dans une position délicate. Et l'hiver approchant, une autre inquiétude fait surface, les Russes pourraient frapper les infrastructures énergétiques. Une stratégie déjà utilisée l'année dernière et qui avait été très difficile à subir pour l'Ukraine. L'ONU avait évalué le coût des destructions à 9,3 milliards d'euros et jusqu'à 12 millions de personnes avaient été privées d'énergie.